C'est la deuxième fois que je suis ici en France. Je suis très heureux. Lorsque j'ai appris que j'étais le lauréat 2017, j'étais bien sûr ravie et j'ai eu la possibilité d'assister à une conférence sur la e-health à Genève et j'ai beaucoup appris à l'occasion de cette conférence à Genève. Et vous savez, c'est plus que gagner quand on est un lauréat. On acquiert beaucoup de connaissances et ces connaissances ensuite, on les transfère de l'Europe à l'Asie. Et puis de l'Asie à l'Europe, parce qu'on a vraiment un trajet aller-retour. On accroît donc nos compétences, on voit comment on peut améliorer chacun nos projets de e-santé. Nos projets sont fondamentalement différents parce que les besoins sont différents dans les différentes parties du monde. On a des politiques qui ne sont pas les mêmes. On a bien sûr un niveau technologique qui n'est pas le même. Okay, so en ce qui concerne notre projet, donc sur le suivi de la femme enceinte et de la jeune maman, les différents pays en développement sont confrontés aux mêmes problèmes. Je pense que c'est le cas dans les pays développés aussi, dans certaines parties des pays développés. Au final, les bénéficiaires donc, sont les femmes enceintes qui souvent n'ont pas assez de connaissances, raison pour laquelle, dans certaines populations, la mortalité infantile est très élevée, la mortalité maternelle aussi. Et il y a beaucoup de traditions autour de la grossesse, beaucoup d'ignorance aussi. C'est souvent un moment de la vie de la femme qui est vraiment marqué par l'influence des traditions de la gynécée qui fait qu'il y a aussi beaucoup de manque de connaissances. En raison souvent d'un contexte très pauvre, on a un manque d'hygiène, une dénutrition qui peut être générale et c'est un problème qui est fréquent dans les pays en développement. L'autre partie du problème, c'est les infrastructures. Dans notre pays, nous n'avons pas de très bonnes routes. Les réseaux de télécommunications sont lents. Et donc, les infrastructures ne nous aident pas à fournir des services de qualité. En tout cas, pour faire cette transition entre la ville et les campagnes ou les zones plus reculées. Même dans les infrastructures de santé, on manque d'équipements. On a des médecins, mais il n'y a pas de médicaments. On a des médecins, mais ils n'ont pas d'appareillage. Et ça, c'est la réalité des pays en développement. Par ailleurs, nous travaillons encore sur la base du papier, du crayon. On n'a pas vraiment toujours des structures qui permettent de faire du suivi. Il est difficile de prendre des décisions immédiatement parce qu'on manque de données. Et ça, ce que je vous décris, c'est le système de santé tel que nous l'avons dans notre pays. Donc, il y a trois types de problèmes qui ressortent de mon explication. D'abord, la pauvreté, l'absence de système dans les infrastructures bénéficiaires. Par ailleurs, le problème d'infrastructures routières. Et le troisième type de problème, c'est effectivement l'absence de gouvernance, l'absence parfois de volonté politique. On voit que tous ces problèmes sont interconnectés. Ce n'est pas tellement comme si on devait résoudre ces problèmes isolément. Il faut essayer de les résoudre simultanément. Par exemple, si on améliore les infrastructures, mais qu'on n'a pas les bonnes applications, on n'aura pas de bons résultats. Si on a de l'éducation, mais on n'a toujours pas d'infrastructure, même chose, on n'avance pas. Il faut donc travailler sur les trois plans simultanément. Si on y parvient, on peut démontrer un impact de notre intervention.
Amakomaya, ce qui signifie l'amour d'une mère, permet de fournir du contenu éducatif aux mamans, aux jeunes mamans et aux femmes enceintes. Nous avons réussi à amener Internet dans 300 zones reculées. Mais il faut savoir que pour accéder à certaines infrastructures de santé, il faut marcher pendant toute une journée. Dans certains cas, il faut même plus de temps. Et c'est vrai que certains services sont disponibles dans les hôpitaux, mais pas partout. Qu'est-ce que ça veut dire marcher pendant toute une journée? Ça veut dire que la mère enceinte ou que la femme enceinte ou la maman quitte son foyer, ne puisse pas faire les tâches du quotidien, quitte son emploi. Et ce n'est pas possible quand ils habitent dans ces zones reculées. Souvent, le moyen de subsistance, c'est l'agriculture. On ne peut donc pas, pendant cette journée où on va à l'hôpital, on ne peut pas s'occuper du bétail, on ne peut pas s'occuper des champs. Alors les médecins expliquent bien, venez aux consultations, revenez régulièrement. Mais pour ces raisons, ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que les futures mères ne viennent pas suffisamment souvent. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, même si les services existent, ils ne bénéficient pas à tous. Raison pour laquelle on a décidé d'aller chez ces bénéficiaires. Nous avons un très bon réseau de radio. Les ondes FM sont extrêmement bien diffusées. On a un réseau télévision aussi. Les gens regardent bien la télévision, peuvent bien capter la télévision. Quand on envisage la famille de notre pays, il y a toujours une radio. Et c'est souvent le beau-père qui a la radio. Alors après, le beau-père ou le père, ce sont les hommes qui ont la radio ou la télé et qui en profitent, pas tellement les mères. Le gouvernement s'est demandé comment il pouvait aider en tirant parti justement de la radio, de la télévision, des affiches. Mais les premières expériences n'arrivaient pas à atteindre les bénéficiaires. Raison pour laquelle, en 2008-2009, on n'avait pas encore de téléphone portable, on n'avait pas encore les infrastructures nécessaires. Et donc, il y a eu un constat en 2008-2009, c'était d'utiliser YouTube. C'était utiliser des vidéos qu'on a récupérées sur babycenter.org, qui est une maternité britannique. Alors, on enregistrait ces vidéos et on donnait ça aux bénéficiaires pour qu'ils voient ces tutoriels et pour qu'ils voient qu'ils aient cette sensibilisation par le biais de ces vidéos qui venaient d'Internet. Par ce biais, on a commencé à sensibiliser et à augmenter le nombre de visites pré- et postnatales. Raison pour laquelle on a eu la preuve que la dissémination d'informations réussissait à nous ramener davantage de bénéficiaires. Après cette première étape, on a su qu'il fallait résoudre la distance de marche. Et pour réduire cette distance, réduire la distance physique entre les zones reculées et les hôpitaux, il fallait s'appuyer sur le réseau. Et donc ce qu'on a fait, c'est connecter chacun des villages à Internet. Dans tous les villages, il y a une école primaire qui va couvrir les âges entre 6 et 15 ans. Et on s'est dit que c'était un bon moyen de toucher ces bénéficiaires. Nous avons donc mis en place un petit système de télémédecine, de telle sorte que les consultations virtuelles pré- et postnatales se déroulaient dans le cadre, dans les écoles. Et donc, on a aussi des visiteuses qui font le porte-à-porte, qui vont dans les villages. Et on a réussi petit à petit à développer ce réseau avec donc connexion à Internet, téléchargement ou plutôt chargement de données mises à leur disposition. On a vraiment montré aux femmes qu'elles pouvaient faire partie d'un réseau, qu'elles pouvaient obtenir des informations, soit auprès des visiteuses, soit auprès du
réseaux et qu'elle pouvait ensuite elle-même disséminer auprès des autres femmes enceintes qu'elle connaissait. Et tout ceci a été bien sûr rendu possible grâce aux travailleurs de santé. Et ça a facilité les choses pour tout le monde. Les femmes, les travailleurs de santé ont pu aussi identifier quelles étaient les mères qui étaient plus ou moins à risque. Il y a eu vraiment un meilleur criblage de manière à réduire la mortalité infantile et maternelle. Et cet ensemble d'initiatives en identifiant les personnes les plus à risque a permis d'atteindre des résultats sensibles. Une fois que le système a été en place, nous avons pu aussi aller parler au gouvernement. Et le gouvernement, une fois qu'on a pu prouver un certain nombre de choses, a été plus sensible, a été prêt à intervenir, d'autant plus que les médias se sont saisis de notre initiative. Et donc, ça a été un moyen supplémentaire de faire pression sur le gouvernement. Après avoir créé ce réseau, nous avons connecté tous les villages avec Internet, nous avons créé ce petit réseau et on a pu montrer qu'on a fourni des services qui étaient jusque-là limités à la ville, on a pu les délivrer dans les campagnes. Ensuite, nous avons lancé un système d'enregistrement et de reporting. Ça a été le troisième volet. Le reporting et la collecte, le recueil des informations s'est fait avec la collaboration du gouvernement. On avait par ce biais un suivi des femmes enceintes, un suivi de la vaccination. Quels enfants ont été vaccinés? Quand est-ce que les rappels doivent être effectués? Nous avons eu donc un protocole qui a été déployé en un an. Et nous avons un protocole qui permet de suivre aussi la vaccination du BCG, ainsi que le BCG, l'administration du BCG doit intervenir dans les 24 heures après la naissance, faute de quoi l'enfant va être exposé à un risque sanitaire. Et ça a été bien sûr avec un partenariat avec le gouvernement qu'on a pu avoir aussi les vaccins qui soient disponibles pour une vaccination rapide. Nous avons donc ce système qui a éduqué les travailleurs de santé, mais aussi qui a permis d'avoir ce recueil de données. On a aussi donc insisté sur l'importance de la vaccination, avec donc une implication des professionnels de santé qui sont responsables de la vaccination dans le mois qui suit la naissance. On parle toujours du BCG. Même chose pour les autres vaccins. Autre problème, nous avons 96% de vaccins. Et il faut savoir que dans les villages, on a une petite population et les gens ont tendance à négliger l'importance de ce vaccin. C'est difficile pour eux de comprendre l'importance de la vaccination à un mois. Donc on a beaucoup de patientes qui sont perdues de vue. Au lieu de venir au bout d'un mois, elles viennent beaucoup plus tard. Du coup, on a encore plus insisté sur l'éducation. Quand la mère vient et quand l'enfant est né, pour essayer de réduire les pertes de suivi, on donne le flacon aux mères. Mais on a beaucoup de pertes parce qu'il se peut que la mère ne revienne pas. Et c'est aussi pour cela qu'on continue la formation, la sensibilisation. On a tendance à envoyer autant que possible des professionnels dans les maisons. Parce que si on arrive à réduire le nombre de pertes de vie ne serait-ce que de 5%, passer à 90 au lieu de 96%, on peut économiser des millions de roupies. On peut éviter beaucoup de gaspillage de ces vaccins qui sont perdus dans la nature. Quels sont les enseignements que nous avons tirés de notre projet? Eh bien, il y a d'abord une notion de construction. C'est une question qui a été posée récemment par les jeunes de Bamako. Il faut d'abord construire un projet. Alors, comment on construit un projet?
Il faut d'abord prendre le temps de bien comprendre les problèmes. On a peut-être une centaine de super idées, mais qui sont peut-être pas suffisantes, ou en tout cas pas bien ciblées. Sur la base de la définition des problèmes, il faut prendre le temps de concevoir la solution qui va le mieux y répondre, être innovant au plan du matériel, au plan du logiciel. Et il faut aussi éduquer les bénéficiaires. Ça, c'était un volet qui était très important dans notre projet, la notion d'éducation. Et une fois qu'il y a cette éducation, les bénéficiaires ont le pouvoir, ont la capacité de demander le logiciel, de demander plus, y compris auprès de leur gouvernement. Ensuite, il faut être inclusif. Il faut faire participer les bénéficiaires, les gouvernements locaux, les travailleurs de santé communautaire tout au long du processus. Si dès le départ, on a les bénéficiaires qui sont impliqués, il y a une notion de co-conception, une notion de copropriété de ce projet. Ils deviennent des parties prenantes de ce projet. Vous savez que dans mon pays, les professionnels de santé sont des fonctionnaires. Ils travaillent de 10 heures du matin à 5 heures. Et ils ont ces horaires très fixes. Néanmoins, si on facilite leur travail, si on les implique dès le départ lors de la rédaction du cahier des charges, si on les implique lors de la mise en œuvre, de la discussion en amont de la mise en œuvre, dès la conception du projet, à ce moment-là, on va avoir une meilleure adhésion au projet. Les sessions de brainstorming doivent vraiment commencer au niveau communautaire, au niveau des bénéficiaires. Et ensuite, la technologie est au service de ces bénéficiaires. Et quand la technologie arrive dans le village, les bénéficiaires ont vraiment ce sentiment de copropriété. Et donc, à mon sens, c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis 2004. Et tous les projets que nous avons conçus sont des projets à base communautaire. Ils sont conçus par les bénéficiaires. Nous faisons juste en sorte que l'émulsion prenne. Nous faisons en sorte que les étoiles soient alignées. Mais par ailleurs, ce sont les membres de la communauté, et dans le cas d'espèce les femmes enceintes ou les jeunes mamans, qui ont participer à la co-conception. Par ailleurs, pour les consultations prénatales et postnatales, on a 56 initiatives au Népal, mais la majorité de ces initiatives sont sur le point d'échouer, ou en tout cas de ne pas pouvoir être durables, parce qu'elles ont bénéficié d'un soutien, d'un financement pendant quelques temps, puis ce soutien s'est tari. Et beaucoup aussi font développer leurs applications à l'étranger. Et ensuite, quand l'application revient au Népal, eh bien l'application n'est pas conforme ou ne s'adapte pas à l'environnement. Et donc, il faut aussi tenir compte des politiques de sécurité des données, gestion du domaine, hébergement, respect de la vie privée, propriété des données, partage des données. Il faut penser à toutes ces choses-là. Et à chaque fois que le gouvernement est impliqué, depuis plus de 100 ans, notre gouvernement met en œuvre un système de santé à destination des personnes. Et il y a une notion de confidentialité. Les infrastructures de santé locales partagent leurs données avec le gouvernement. Si vous développez une application qui ne partage plus ces données avec le gouvernement, vous ne réussirez pas à imposer la solution. Il faut donc avoir cette vue d'ensemble, raison par laquelle il faut en permanence vérifier les obligations. Il y a aussi bien sûr des zones grises, des zones dans lesquelles le gouvernement ne sait pas vraiment quels sont les besoins de données. Vous devez vraiment identifier ces zones grises, savoir ces données sont nécessaires ici, là
ou là. Et à partir du moment où ceci est identifié, à partir du moment où votre interface va permettre de continuer de leur fournir ces données, le gouvernement sera de votre côté. En 2009, nous savions que l'infrastructure que l'on voulait déployer allait permettre au gouvernement de toujours recueillir les données qu'il recueillait jusque-là sur papier. Et lorsque une mère accouche dans un établissement de santé, de manière officieuse, il y a une information qui est transmise au gouvernement. Alors, à ce moment-là, le gouvernement vient à la maternité et fait l'enregistrement. C'est ce qui se passait avant 2009. Et nous, à partir de 2009, à partir du moment où la mère enceinte a un enfant, les données vont directement au gouvernement sans qu'un fonctionnaire vienne à la maternité pour faire l'enregistrement. Le gouvernement s'est rendu compte que les données étaient de bonne qualité, que cela évitait le déplacement d'un fonctionnaire, et ils ont bien sûr été de notre côté. Évidemment, ils ont mis en place un plan d'1 an, un plan de mise en place dans les différentes provinces, mais on n'a plus prouvé notre utilité. Nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec les chefs communautaires, avec les gouvernements, avec les autorités régionales et locales, et nous devons voir quelles sont les données dont ils ont besoin et comment on peut les aider, comment on peut les impliquer. Parfois, il faut travailler différemment. Les fréquences de radio, par exemple, c'est toujours un problème. Quand vous voulez communiquer à 500 ou 600 km de distance, vous avez certaines plages de fréquences qui ne vont pas fonctionner. Vous avez besoin d'acheter une licence pour une autre plage de données. Et ça coûte de l'argent. Si on arrive à avoir le gouvernement qui comprend que ce coût de licence supplémentaire va vouloir dire aussi pour eux un coût supplémentaire, ou moins de données recueillies, en général, on a la possibilité d'avoir des licences à plus faible coût. Et une fois de plus, il s'agit d'être transparent. Il s'agit d'expliquer quels sont les besoins et essayer autant que possible d'impliquer les interlocuteurs au niveau des instances. Comme vous le savez, dans notre pays, on doit aller jusque dans l'Himalaya. Et quand on arrive à impliquer le gouvernement, les partenaires, quand on explique les besoins et les obstacles, on arrive à obtenir les changements nécessaires. Notre interlocuteur au départ était le ministère de la Santé et on nous renvoyait toujours au ministère de la Santé. Mais bien des fois, il a fallu aussi parler avec le ministère des Télécommunications. Et une fois de plus, l'idée a été vraiment de montrer le côté bénéficiaire et on essaie toujours de faire un projet qui implique les différentes parties prenantes. Il faut savoir aussi reconnaître les subventions que l'on reçoit, les financements, et essayer de faire en sorte qu'il y ait un bénéfice, qu'il y ait un retour sur investissement. Voir quelles sont pour un gouvernement, par exemple, les économies qui peuvent être réalisées avec de nouvelles infrastructures. Et à partir du moment où cela peut être démontré, en général, ce soutien est acquis, considérant qu'on commence par un projet dans une région, puis il y a une duplication de ces projets à plus grande échelle. Et c'est quelque chose qui permet là encore d'avoir davantage de données qui vont éclairer les prises de décision pour les décideurs. Et il faut être capable aussi de présenter ces données, parce qu'on ne veut pas s'en arrêter à un niveau local. On veut être au niveau régional, national. On veut aussi avoir des partenariats avec la recherche, avec les universitaires. Et puis le cercle vertueux, une fois de plus, est lancé. Donc le plus important, c'est aussi faire des comparaisons, faire du benchmarking. Donc on part toujours par une peut-être initiative. Et des initiatives, ça veut dire souvent des fonds limités. Et dans ce cas, si vous essayez en tant que petite initiative, si vous essayez de tirer votre épingle du jeu, vous risquez de vous retrouver tout seul sur une grande autoroute de projet. Par contre, si vous faites des partenariats, si vous trouvez des personnes pour vous soutenir, eh bien votre initiative est promise à plus de pérennité. C'est
comme ça que nous avons procédé dans notre pays. Aujourd'hui, donc, ce projet Amakomaya a commencé en 2010. Tout d'abord, l'objectif était de fournir du contenu éducatif. Ensuite, nous avons amélioré les infrastructures, nous avons créé un réseau sans fil, nous avons connecté plus de 300 villages, puis construit ce réseau d'écoles primaires. Ensuite, nous avons impliqué le gouvernement, nous avons partagé les données collectées. C'est la partie du projet dont nous nous sommes occupés. Ensuite, nous avons donné les applications, nous avons montré les résultats que nous avons pu obtenir et nous avons impliqué d'autres acteurs. Nous fournissions les données aux autorités locales, aux autorités de santé. Et puis, partant d'un niveau local, nous avons ensuite développé au niveau des municipalités, au niveau régional. À l'heure actuelle, 8 ans plus tard, on n'a plus besoin de bailleurs de fonds. Le gouvernement national a décidé qu'il dédierait des budgets spécifiques à Amakomaya pour l'acquisition des dispositifs. Ils ont un budget qui est réellement dans la politique de santé. Il y a un budget qui est prévu pour l'achat d'un nombre de tablettes, pour le financement des infrastructures Internet. De telle sorte que nous, chez Amakomaya, on n'a plus qu'à se concentrer sur l'amélioration de la technologie. Au départ, nous étions un éditeur de logiciels. Nous avons donc commencé avec le logiciel, puis on a développé les autres étapes intermédiaires du projet. Et ensuite, maintenant, nous revenons à notre cœur d'expertise. Nous pouvons à nouveau, après avoir fait du business, après avoir fait de la communication, après avoir cherché des bailleurs de fonds, nous pouvons nous reconcentrer sur le développement du logiciel, puisque tout le reste est pris en charge par le gouvernement. Nous en sommes à l'étape où nous rédigeons nos lignes directrices. Ce matin, nous avons eu des discussions intéressantes sur la standardisation, la normalisation. Aujourd'hui, les gouvernements régionaux, s'ils veulent mettre en œuvre le projet Amakomaya dans leur région, eh bien, ils doivent respecter nos lignes directrices par rapport à la protection des données, par rapport à la collecte des données. Parce que Amakomaya, c'est un nom, mais ensuite, ils peuvent changer ce nom. Amakomaya, c'est le nom qui, dans la langue du Népal, signifie l'amour d'une mère. Mais si vous préférez, ça peut être l'amour d'un père, l'amour d'un enfant, peu importe. On ne veut pas que le nom soit attaché à une marque. Nous laissons toute latitude pour changer ce nom, pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation. Nous sommes en coulisses et nous nous concentrons uniquement sur le soutien à la technologie. Maintenant, pour ce projet, nous n'avons plus besoin de bailleurs de fonds. Peut-être qu'au niveau métropolitain, ils demanderont au gouvernement central, parce qu'il y a suffisamment de fonds. Maintenant, tout cela peut être géré grâce à nos lignes directrices. Et je vous conseille de procéder comme cela. Vous pouvez ainsi expliquer comment respecter un certain niveau, et c'est ainsi que nous avons procédé et que nous avons réussi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci, bravo Rajendra Poudret pour cette présentation.